Des agents iraniens ont comploté pour tuer Trump selon des accusations déclassifiées des États-Unis. Comme vous le savez, Donald Trump a échappé de peu à une tentative d'assassinat en Pennsylvanie. Thomas Matthew Crooks, l'auteur des tirs, a manqué sa cible. Mais c'était pas la seule menace pesant sur lui. D'après des informations récemment déclassifiées, le gouvernement iranien et les gardiens de la révolution avaient également Trump dans leur viseur. Est-ce que ça signifie que les ayatollahs planifiaient réellement d'éliminer le président des États-Unis? Eh ben, on n'en est pas sûr. Ce qui est clair cependant, c'est que les ayatollahs ont de quoi être tendus lorsqu'on évoque Donald Trump. Pour l'Iran, Trump reste leur pire ennemi. Et c'est pas surprenant, aucun autre président états-unien n'a été aussi dur envers le régime de Téhéran. Trump a mis en place ce qu'on appelait la stratégie de pression maximale. Cette approche combinait deux actions principales. D'abord, il a quitté l'accord sur le nucléaire signé par l'administration Obama. Et ensuite, il a imposé une série de sanctions extrêmement sévères contre l'Iran. Ces sanctions ont eu un impact massif, plongeant le régime dans un chaos économique sans précédent. Aujourd'hui encore, même avec certaines mesures de détente, la situation reste tendue à Téhéran. Et pour comprendre à quel point cette pression maximale a marqué l'Iran, il suffit de regarder les données qui en témoignent. À partir de 2018, les sanctions très sévères imposées par Donald Trump ont visé tous les aspects de l'économie iranienne, avec un accent particulier sur le secteur pétrolier, pilier essentiel de l'économie du pays. Avant ces sanctions, l'Iran exportait environ 2,5 millions de barils de pétrole brut par jour. Mais une fois que ces sanctions ont pris effet, ce chiffre s'est effondré à seulement 500 000 barils par jour à la fin du mandat de Trump. C'est une chute colossale qui a plongé le pays dans une véritable crise. Le secteur pétrolier iranien a été dévasté, ce qui a profondément déstabilisé le régime. Cette situation a déclenché une vague massive de protestations sociales à travers tout le pays, menaçant directement le pouvoir des ayatollahs. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Avec des revenus pétroliers réduits à presque rien, Téhéran a également dû revoir son soutien financier aux groupes qu'il appuyait au Moyen-Orient, comme le Hezbollah, le Hamas, les Houthis ou encore le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Ses alliés ont eux aussi été touchés par cette crise financière. Tout ça, ça montre à quel point la stratégie de Trump a mis sous pression le régime iranien. Un contraste frappant avec ce qui s'est passé sous l'administration de Joe Biden. Le président sortant, qui a connu de nombreux succès en politique étrangère en Asie et en Europe, il a échoué dans sa stratégie au Moyen-Orient, surtout vis-à-vis de l'Iran. Certains considèrent même que c'est l'un de ses plus gros échecs en politique internationale. Malgré tout, Biden a opté pour une approche différente avec deux objectifs principaux. D'une part, ramener les dirigeants iraniens à la table des négociations et d'autre part, utiliser le pétrole iranien pour compenser les pertes d'approvisionnement causées par les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu émerger ce genre de titre de presse. Les exportations de pétrole de l'Iran atteignent un sommet en 5 ans avec la Chine comme principal acheteur. Alors, ne te méprends pas, Joe Biden a maintenu presque toutes les sanctions mises en place par Donald Trump. Cependant, son approche a été différente. L'idée, c'était de négocier et de récompenser progressivement le régime iranien en allégeant certaines des sanctions les plus dures au fur et à mesure que les négociations avançaient. Mais tout ça a été bouleversé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Avec cette guerre, les prix de l'énergie ont explosé et la Maison-Blanche a rapidement compris une chose essentielle. Pour empêcher Vladimir Poutine d'atteindre ses objectifs, il fallait absolument faire baisser les prix de l'énergie. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon de maintenir à la fois le soutien international et domestique à l'Ukraine, tout en réduisant les revenus de la Russie, essentiels à son effort de guerre. Alors comment les États-Unis ont-ils tenté de faire baisser les prix de l'énergie? La réponse elle est plutôt simple, ils ont cherché du pétrole et du gaz partout où c'était possible. C'est comme ça que les regards se sont tournés vers deux sources longtemps délaissées, le pétrole iranien et le pétrole brut en provenance du Venezuela. Et les données le montrent clairement. Ce changement de stratégie n'est pas passé inaperçu. L'administration Biden a aussi autorisé de plus en plus de nouveaux forages pétroliers et d'exportation de gaz naturel liquéfié à l'intérieur des États-Unis. Mais il est indéniable que l'Iran et le Venezuela ont occupé une place importante dans sa stratégie énergétique. En 2022, au début des sanctions contre la Russie, les prix de l'essence aux États-Unis ont atteint des sommets. 4 $ le gallon, un niveau jamais vu depuis 2008. Aujourd'hui, ces prix sont redescendus sous les 3 $ le gallon, une baisse considérable qui illustre l'impact des mesures prises. Alors pour parvenir à ça, Biden a fermé les yeux sur la relance de la
la production de pétrole brut en Iran. Une concession significative pour tenter de stabiliser les marchés énergétiques. Mais maintenant que Donald Trump est de retour, tout pourrait changer. Officiellement, Trump a exprimé à plusieurs reprises son souhait d'une relation cordiale et amicale avec Téhéran. Pourtant, selon des sources proches, il semblerait que ses intentions réelles soient tout autres. Alors comme il est proche de Riyad et d'Abu Dhabi, les capitales saoudiennes et émiraties, Trump semble déterminé à adopter une position bien plus agressive envers le régime iranien. En réalité, certains pensent que son hostilité envers Téhéran pourrait même égaler celle que les ayatollahs auraient nourrie à son encontre. L'équipe de Trump envisage des options, y compris des frappes aériennes pour arrêter le programme nucléaire iranien. À Téhéran, les raisons de s'inquiéter sont nombreuses. D'abord, la chute du régime d'Al-Assad en Syrie a été un véritable séisme pour la politique étrangère iranienne. Perdre la Syrie, c'est non seulement perdre un allié stratégique, mais aussi subir un énorme discrédit international. Cette situation complique considérablement, voire rend impossible, le maintien du contrôle iranien sur le Liban et le soutien au Hezbollah. Les routes terrestres et aériennes reliant Téhéran à Beyrouth, ou plus largement à l'ensemble du Liban, sont désormais complètement coupées. Alors forcément, ça compromet gravement la capacité de l'Iran à réarmer le Hezbollah, pilier clé de son influence régionale. Ensuite, un autre facteur majeur entre en jeu. Le prochain président des États-Unis pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. Qu'il s'agisse de pousser Kiev à abandonner une partie de son territoire ou de négocier une zone démilitarisée sur le modèle coréen, comme on en parle dans cette vidéo, de nombreux analystes estiment que la guerre pourrait se terminer d'ici 2025. Alors qu'est-ce que ça impliquerait ? La fin des sanctions contre le pétrole russe. Si la Russie inonde à nouveau le marché mondial avec son pétrole, ça pourrait complètement rebattre les cartes. Dans un tel scénario, Trump aurait-il la moindre hésitation à intensifier la pression sur l'Iran, un régime qui, rappelons-le, est aussi devenu un fournisseur clé de pétrole brut pour la Chine ? La réponse est claire. Il n'aurait absolument aucune hésitation. La stratégie de Trump semble donc évidente. Revenir à une politique de pression maximale. Mais cette fois-ci, elle pourrait aller bien au-delà de simples sanctions. Des rumeurs évoquent un rôle potentiel d'Israël dans cette stratégie. Israël pourrait devenir un acteur central dans les plans de Trump pour s'opposer à l'Iran. Mais de quelle manière ? Comment l'État hébreu pourrait soutenir cette croisade ? Et quelles nouvelles sanctions le 47e président des États-Unis pourrait-il mettre en œuvre contre les ayatollahs ? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais signaler que vous n'êtes que 17% à être abonné. Donc si vous voulez me faire plaisir, appuie sur le bouton et la petite cloche pour être prévenu en temps réel de l'apparition des prochaines vidéos. Et évidemment, tu connais la rengaine, like, partage et n'hésite pas à écrire un commentaire, ça nous ferait très plaisir vu que ça aide au référencement. Allez, on démarre avec le chapitre 1er. Des pressions israéliennes ? Il y a quelques mois, l'Iran a lancé une attaque massive contre Israël en utilisant des missiles. Face à cet événement, une question s'est posée. Quelle allait être la réponse de Tel Aviv ? Du côté de l'État hébreu, plusieurs options ont été envisagées. Certaines d'entre elles ont marqué les esprits et resteront, si elles sont mises en œuvre, gravées dans les mémoires. Israël envisagerait des attaques contre les champs pétroliers et les sites nucléaires de l'Iran en réponse à une attaque de missiles. Chez Diplo, on t'avait déjà dit que pour l'instant, ça n'allait pas se produire. Et effectivement, ça ne s'est pas produit. Les objectifs sont restés militaires. Les pressions de Washington ont été déterminantes et Biden a réussi à empêcher une escalade majeure du conflit. Faut bien comprendre qu'une attaque israélienne contre l'industrie pétrolière iranienne aurait pu avoir des conséquences absolument désastreuses. Et attention, pas seulement pour l'économie iranienne, mais aussi pour l'économie mondiale. L'Iran possède deux leviers redoutables. D'abord, la possibilité de bloquer les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandeb, perturbant ainsi même temporairement toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Ensuite, dans un scénario de l'apocalypse, Téhéran pourrait même cibler des gisements pétroliers dans d'autres pays de la région. On aborde également ces scénarios dans une autre vidéo. Mais depuis, les choses ont évolué. Les pays arabes se sont organisés pour protéger leur bien le plus précieux, leurs ressources pétrolières. Faut se rappeler que Biden quittera la Maison Blanche le 20 janvier. Avec Trump de retour, le contexte pourrait radicalement changer. Selon plusieurs analystes, dans un scénario similaire, Trump aurait non seulement autorisé, mais aussi encouragé des attaques israéliennes les plus puissantes possibles. Peut-être pas directement sur les infrastructures pétrolières, mais par exemple sur les installations électriques iraniennes, bien plus vulnérables. Et attention, ce serait un coup
très dur. Malgré ses immenses réserves de pétrole brut et de gaz, l'Iran souffre d'un réseau électrique vétuste et insuffisant. On estime que le pays fait face à un déficit électrique de 17 000 MW, un problème qui ne cesse de s'aggraver. Ça explique pourquoi on voit de plus en plus d'actualités de cette nature. L'Iran impose des coupures de courant fréquentes alors que les pénuries de carburant se font sentir. Et ce n'est pas tout. À Téhéran, les autorités ont également été contraintes de rationner l'électricité avec des coupures programmées de manière sélective. Ainsi, d'après plein d'analystes, la prochaine attaque israélienne pourrait bien viser des infrastructures électriques avec la bénédiction de Trump. Une telle action aurait un impact significatif. Elle affecterait la capacité de l'Iran à produire et à exporter du pétrole sans pour autant franchir un seuil suffisamment grave pour déclencher une riposte majeure de la part de Téhéran. Cependant, les conséquences économiques, sociales et énergétiques pour l'Iran seraient indéniables. Avec une Russie potentiellement libérée de certaines sanctions, un tel coup ne serait pas aussi dévastateur pour les marchés internationaux qu'il aurait pu l'être par le passé. En parallèle, une augmentation des prix mondiaux du pétrole pourrait même encourager les investissements dans l'industrie pétrolière aux États-Unis. Quant au plan de Trump pour le pétrole Made in USA, le mieux, c'est de le laisser en parler lui-même. We will drill, baby, drill. Dans un avenir proche, perdre le pétrole brut iranien pourrait ne pas provoquer un énorme séisme économique comme ce fut par exemple le cas en 2018. Mais attention, il y a un problème majeur. Attaquer des installations énergétiques constitue un crime de guerre. C'est précisément ce que la Russie a fait et continue de faire encore aujourd'hui en Ukraine. Trump le sait, tout comme Netanyahou. Et même si la Cour pénale internationale a déjà émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, ce dernier ne voudra sans doute pas ajouter une accusation supplémentaire à son dossier. D'ailleurs, ce mandat d'arrestation a été fermement rejeté par l'administration Biden. En conséquence, une attaque contre les infrastructures énergétiques iraniennes pourrait s'avérer trop risquée, non seulement pour Trump, mais aussi pour Netanyahou. Ça pourrait altérer la perception internationale, ce qui rendrait la décision extrêmement délicate. Ceci dit, cette option n'est pas la seule sur la table pour atteindre un objectif politique significatif. Le rôle d'Israël dans la stratégie de pression maximale renouvelée de Trump pourrait être très différent, et plus précisément, il pourrait s'agir de menaces ou d'actions concrètes visant les installations nucléaires iraniennes. What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? Est-ce que ça te surprend réellement? Le programme nucléaire iranien reste une épine dans le pied de l'agenda international et Trump, de retour à la Maison-Blanche, semble penser qu'il n'y a rien à négocier. Pour lui, les ayatollahs doivent être contraints d'abandonner complètement leurs ambitions. Souviens-toi, en 2018, les sanctions massives de Trump ont commencé juste après qu'il ait mis fin à l'accord connu sous le nom de Plan d'action global commun, le JCPOA. Cet accord, signé en 2015 par les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et d'autres puissances, visait à surveiller étroitement le programme nucléaire iranien. L'objectif était simple, permettre à l'Iran de développer l'énergie nucléaire à des fins commerciales tout en limitant drastiquement son enrichissement d'uranium pour l'empêcher de fabriquer des armes nucléaires. Beaucoup ont considéré cet accord comme un succès, avec des résultats jugés prometteurs par de nombreux experts. Mais pour Trump et son équipe de sécurité nationale, l'histoire était tout autre. Ils accusaient l'Iran de violer secrètement l'accord en enrichissant de l'uranium à des niveaux bien au-delà des limites, des niveaux adaptés à la production d'armes nucléaires. Et tu sais quoi, ils avaient pas complètement tort, hein. Avec le temps, il a été prouvé que l'Iran avait bel et bien poursuivi l'enrichissement clandestin d'uranium. Mais au départ, il semble que Trump ait surtout pris cette décision pour renforcer son image d'homme fort, sans avoir toutes les preuves en main. Le problème, c'est que cette stratégie s'est retournée contre lui. Pourquoi? Parce que après le retrait des États-Unis de l'accord et le rétablissement des sanctions, l'Iran s'est rebellé. Les limites sur la quantité d'uranium qu'il pouvait posséder et sur son enrichissement n'avaient plus de valeur. En clair, le mur de confinement nucléaire construit par l'accord multilatéral, il s'était écroulé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui on voit des nouvelles inquiétantes comme celle-ci. L'Iran défie la pression internationale et augmente ses stocks d'uranium de qualité militaire selon l'ONU. Effectivement, on estime qu'aujourd'hui, l'Iran détient un peu plus de 180 kg d'uranium enrichi à 60%. À première vue, ça peut sembler anodin. Mais si je te dis que ce niveau d'enrichissement est déjà suffisant en théorie pour fabriquer des bombes atomiques, là, l'histoire prend une toute autre tournure, non ?
Avec l'accord de 2015, on estimait qu'il fallait environ 1 an à l'Iran pour développer et armer une bombe nucléaire. Mais aujourd'hui, ce délai a été drastiquement réduit. Certains experts pensent qu'il ne s'agirait plus que de quelques mois, voire même quelques semaines si l'Iran décidait d'accélérer la cadence. Tu vois maintenant pourquoi Trump a déclaré qu'Israël aurait dû bombarder les installations nucléaires iraniennes et pourquoi en Israël, de nombreuses voix appellent à faire exactement cela. Mais alors pourquoi cette attaque n'a-t-elle pas eu lieu? D'abord parce qu'il n'est pas garanti qu'une telle opération réussisse. Certaines installations, comme celle de Fordo, sont enfouies à près de 100 mètres sous terre, ce qui les rend extrêmement difficiles à atteindre, même avec les armes les plus avancées. Ensuite, il y a un risque considérable que l'Iran réponde par une contre-attaque massive avec son arsenal de missiles balistiques. Ça pourrait entraîner les États-Unis directement dans une guerre, un scénario que Trump veut absolument éviter. Cela dit, il ne faut pas exclure complètement la possibilité d'une attaque contre les infrastructures nucléaires iraniennes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une action contre l'Iran est inévitable dans les mois à venir. Quelque chose devra être fait, c'est une certitude. Cependant, face aux énormes risques qu'une intervention militaire pourrait provoquer, on pourrait bien voir un Trump un peu plus prudent que ses déclarations ne le laissent entendre jusqu'à présent. Mais est-ce que ça signifie pour autant qu'il renoncera à sa politique de pression maximale? Eh bah absolument pas. Trump a une arme qu'il affectionne particulièrement et qu'il a déjà utilisée avec force contre le régime iranien lors de son premier mandat, les sanctions. Mais attention, on parle ici de sanctions très spécifiques et redoutables. L'Iran acculé? L'équipe de Trump vise à ruiner l'Iran avec un nouveau plan de pression maximale. Le président élu veut forcer Téhéran à abandonner son programme nucléaire et à cesser de financer ses proxys régionaux. Les sanctions imposées par Donald Trump lors de son premier mandat ont complètement redéfini les relations entre Washington et Téhéran, tout en infligeant un impact dévastateur à tous les niveaux de la société iranienne. On parle bien sûr de la politique de pression maximale, une stratégie visant à étouffer l'économie iranienne pour forcer un changement de régime ou au minimum contraindre les ayatollahs à céder sur des points clés. L'Iran, dont l'économie repose en grande partie sur le pétrole, a été frappé de plein fouet. Les exportations pétrolières, qui s'élevaient à environ 2 500 000 barils par jour, sont tombées à moins de 500 000 barils par jour. Le manque à gagner est colossal. En seulement 2 ans, les pertes de revenus ont été estimées à environ 70 milliards de dollars. Ce coût financier a asphyxié le régime. Sans ces ressources, les programmes sociaux, militaires et d'infrastructures ont commencé à s'effondrer. Les conséquences internes ont été immédiates et terribles. La monnaie nationale, le rial, a perdu les 2/3 de sa valeur, entraînant une inflation galopante qui a atteint 42% en 2019. Et les répercussions sur les prix ont été dramatiques. Par exemple, le coût du tabac a augmenté de 80%, tandis que les prix des produits de première nécessité, comme la nourriture et les médicaments, ont explosé. Pour certains aliments essentiels, comme la viande, les hausses ont dépassé les 116%. Pour les Iraniens ordinaires, ces sanctions ont provoqué un énorme recul de leur qualité de vie. Imagine la situation. Des familles qui pouvaient auparavant acheter des aliments frais et des produits importés ont dû se contenter de rations de base. Les pharmacies se sont retrouvées sans médicaments essentiels à cause des restrictions commerciales et manger de la viande est devenu un véritable luxe. Certes, les sanctions n'étaient pas censées bloquer l'importation de biens essentiels ou humanitaires. Mais en pratique, les difficultés bancaires et logistiques ont rendu cela inévitable. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que les Iraniens ont-ils continué leur vie comme si de rien n'était? Eh bah absolument pas. En novembre 2019, la frustration latente a explosé lorsque le gouvernement a annoncé une augmentation de 50% des prix de l'essence. Ce fut la goutte qui fit déborder le vase. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers tout le pays. La réponse du régime a été brutale. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 208 personnes ont été tuées, bien que certains rapports suggèrent que ce chiffre pourrait être encore plus élevé. Malgré cette répression sanglante, ces manifestations ont mis en lumière une réalité indéniable, un fossé grandissant entre le gouvernement et la société iranienne. Cependant, alors que tout semblait indiquer un effondrement imminent du régime, l'Iran a réussi à se relever. Face aux sanctions, le pays a adopté des stratégies innovantes pour maintenir son économie en vie. Par exemple, on t'a déjà parlé ici chez Diplo, des fameux navires fantômes. Ces pétroliers fantômes sont devenus un élément clé dans cette partie de jeu d'échecs. Ces navires éteignent leurs transpondeurs pour échapper à la surveillance internationale, effectuer des transactions secrètes de pétrole brut en haute mer. C'est de cette manière que l'Iran a réussi à vendre son pétrole à des clients clandestins, notamment la Chine, sans être
détectés. Mais les navires fantômes ne sont pas la seule stratégie mise en œuvre par Téhéran. L'Iran a aussi renforcé ses relations avec des puissances comme la Chine et la Russie. Ses partenaires ont fourni un soutien technique, financier et diplomatique pour aider l'Iran à atténuer l'impact des sanctions. Ces alliances ont non seulement permis à l'Iran de réduire les effets des restrictions internationales, mais elles ont aussi consolidé sa position dans ce que les analystes géopolitiques appellent souvent le nouveau monde multipolaire. Malgré toutes ces difficultés et les sanctions, le régime iranien a réussi à maintenir un niveau de production et d'exportation suffisant pour survivre. C'est précisément ce qui explique pourquoi la politique de pression maximale, bien qu'extrêmement dévastatrice, n'a pas atteint son objectif ultime, renverser le régime des ayatollahs. Du moins, pas encore. What if the US government cuts military funding to Ukraine? If they will cut, I think we will lose. Of course, anyway, we will stay, we will fight. We have our production, but it's not enough to prevail, and I think it's not enough to survive. Oui, c'était bien Zelensky, et non, on se trompe pas de vidéo. Tu vois, Donald Trump a une vision claire de ses priorités, remettre l'Iran au centre de l'agenda international. Mais avant de s'y attaquer, il doit régler un problème majeur, la guerre en Ukraine. Selon son entourage, parvenir à un accord entre la Russie et l'Ukraine est l'une des grandes priorités de Trump. Pourquoi? Parce qu'un tel accord permettrait aux États-Unis de rediriger leur attention vers des dossiers jugés plus cruciaux pour la nouvelle administration à Washington, comme la rivalité avec la Chine. En plus, ça offrirait une autre opportunité. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Téhéran et Moscou ont renforcé leurs liens de manière significative. L'Iran a fourni des drones et des technologies pour leur fabrication directement en Russie, ainsi que des aides et des conseils pour contourner les sanctions internationales. Mais voici le point crucial. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que Vladimir Poutine n'est pas réputé pour sa loyauté. Une alliance avec l'Iran n'est donc pas garantie sur le long terme, et elle pourrait s'effriter si les intérêts de la Russie sont mieux servis ailleurs. Si Trump réussit à satisfaire les attentes de la Russie, Khamenei pourrait se retrouver isolé sur l'échiquier géopolitique. Ça donnerait à Washington une occasion unique de poursuivre un objectif stratégique majeur au Moyen-Orient, tout en permettant à Trump de se poser en nouvel homme fort de la scène politique internationale. Pour preuve, regardons cette déclaration. S'ils y vont à fond, ils pourraient réduire les exportations pétrolières de l'Iran à quelques centaines de milliers de barils par jour. C'est leur principale source de revenus et leur économie est déjà bien plus fragile qu'elle ne l'était à l'époque. Ils sont dans une situation bien pire que lors du premier mandat. Bob McNally, président du cabinet de conseil Rapid and Energy et ancien conseiller en énergie de l'administration George W. Bush. Et tu sais quoi? Les ayatollahs sont clairement inquiets. Le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a déjà tenté de tendre une main vers l'Occident. Lors d'une récente rencontre avec Rafael Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Pezeshkian a affirmé que l'Iran était désormais disposé à négocier. Ce simple geste montre que, même face à une menace encore théorique, les choses commencent à bouger. Les ayatollahs affrontent l'un des scénarios les plus incertains depuis des décennies. La possibilité de perdre Vladimir Poutine comme allié stratégique les place dans une position délicate. En parallèle, ils doivent faire face à un président des États-Unis qui pourrait non seulement rétablir des sanctions écrasantes, mais aussi envisager des frappes aériennes ciblées. La grande question, c'est donc jusqu'où ira Donald Trump cette fois-ci? Réussira-t-il à démanteler le pouvoir de Khamenei ou à stopper définitivement le programme nucléaire iranien? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, donne-nous ton avis dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense bien à liker, à t'abonner et à partager. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu. À ciao, bonsoir.